bonsoir. J'ai le plaisir ce soir de recevoir, enfin je dis je parce qu'en fait Grégoire Bignet, nous sommes connus dans le réseau ENSA-ECO, qui est un réseau dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a des affiches vertes dans l'école depuis un moment. C'est un réseau d'enseignants national. On doit être une bonne... il y a un groupe, un noyau dur d'une trentaine qui se réunissent tous les 2 mois à Paris-Belleville. Et en gros, à Nancy, au mois de novembre, et il y a 1 an et demi à Lyon, il y avait plus de 70 personnes, une centaine de personnes même, sur les 2-3 jours. Donc ce réseau d'enseignants cherche à accélérer l'intégration des notions écologiques, de biodiversité, etc., de matériaux biosourcés, etc., dans l'enseignement, puisque vous connaissez aussi bien que moi les urgences des réponses nécessaires. Et donc, à l'occasion d'un des nouveaux livres et cours de Grégoire, il était possible de faire cette conférence. Je vais laisser donc juste, quand vous voyez les affiches ENSA-ECO, n'hésitez pas à les lire, allez sur le site, voir ce qui se passe. On a fait récemment un appel de Nancy avec des vraies propositions concrètes, en particulier sur la question de la multidisciplinarité, des complémentarités d'enseignement. Et il y a une ouverture aux étudiants aussi. On est un des désirs du réseau d'enseignants ENSA-ECO, c'est d'intégrer des étudiants. Alors c'est un peu difficile parce que les étudiants, au bout de 2-3 ans, vont ailleurs. Mais si vous avez des velléités, vous serez bienvenus. Voilà. Donc je vais passer la parole à Grégoire qui se présentera un peu dans le détail sur son parcours. Il vous fera ensuite la conférence. Et ensuite, bien sûr, il y aura des questions. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Je peux commencer? C'est bon? D'accord. Alors on y va. Donc l'objet de mon intervention ce soir, c'est de constater en tant qu'enseignant que l'enseignement de l'écologie en général dans les écoles d'architecture se fonde sur des recommandations de lecture dans des champs assez variés, la manipulation d'outils comme l'analyse de cycle de vie ou le bilan carbone, quoi d'autre aussi, des visites d'opérations dites écologiques. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il manque souvent une approche globale, pour ne pas dire une théorie, qui pourrait lier tout ça et qui serait spécifiquement dédiée aux étudiants en architecture. De manière à ce que pour eux la transition soit quelque chose dans lequel ils puissent s'engouffrer facilement. Par ailleurs, ça leur permettrait, je pense, de davantage participer au débat public pour expliquer les efforts qu'ils font pour se faire, sachant que le bâtiment participe grandement à l'empreinte écologique. Donc l'objet de ce soir, c'est de montrer à ma petite échelle que cet effort de théorisation et qui, j'espère, vous sera utile. Je me présente, donc je suis Grégoire Bignet, je suis praticien, j'ai été diplômé de l'école de Paris-Belleville et de l'école des Ponts. J'ai monté mon agence en 1995 avec un autre enseignant qui s'appelle Sébastien Mehmet, et nous œuvrons dans 2 domaines principalement, le domaine du génie civil et le domaine du patrimoine. Le domaine du patrimoine parce que mon associé était également diplômé de l'école de Chaillot. Ce qui nous amène à exercer sur des objets qui sont souvent à la croisée des chemins entre le génie civil et le patrimoine, comme par exemple la restauration de ports d'écluses, des passerelles en centre-ville, métro, en centre-ville aussi. Voilà, je dis ça parce que j'en parlerai à la fin de mon intervention. Je vais parler pendant environ 40 minutes et nous pourrons échanger après, bien entendu. Donc je suis également enseignant à Paris-Val-de-Seine, après l'avoir été à Malaquais et à Versailles, également à l'ESSEC, l'école de management à Cergy. J'ai écrit mes 2 premiers cours, que vous voyez donc en jaune, qui est architecture et écologie, et puis j'ai terminé la rédaction du 2e cours, qui est architecture et économie, ce que l'économie circulaire fait à l'architecture, et je suis en train de rédiger le 3e cours,
sur l'énergie. Voilà, donc écologie, économie, énergie. L'ambition de la rédaction de ces cours, c'est d'offrir un cours global, mais vraiment dédié aux étudiants en architecture, pour qu'ils puissent encore une fois s'emparer de cette question. Je vais davantage m'étendre ce soir sur le deuxième ouvrage, Architecture et économie. Sachant que vous pouvez, il se trouve peut-être à la bibliothèque, vous pouvez également le voir sur Internet, puisque j'ai enregistré mes deux... Alors le premier cours est enregistré, il a été enregistré à Versailles et à Val-de-Seine, donc c'est 10 cours avec des thématiques différentes, comme biodiversité, énergie, tout ce genre de choses, et vous pouvez le voir sur Internet. Et puis je suis en train de terminer l'enregistrement du deuxième cours, de manière à faire ce qu'on appelle des cours inversés, que vous allez sans doute connaître, c'est-à-dire l'étudiant regarde un cours, par exemple sur l'énergie, et puis vient à la séance qui aurait dû être un cours magistral et expose les tenants, les aboutissants de son projet au travers de cette thématique. Et de cette manière-là, ça permet de davantage lier les cours au projet, et c'est un fonctionnement qui marche assez bien. Donc, architecture, économie, économie circulaire, ça vous donnera, je pense, peut-être, j'espère, l'idée que les architectes peuvent vraiment avoir une pensée singulière, qui n'est pas que les avocats ou les gens de Sciences Po qui interviennent dans le débat public, mais que les architectes ont vraiment leur part à apporter, pas seulement en opération réalisée, mais aussi en théorisation de la question de la complexité écologique, et parfois complexité qui va jusqu'à la contradiction. Et donc il faut bien arriver à théoriser ça pour soulever ces contradictions. Alors, l'économie dans laquelle nous nous trouvons, l'économie mondialisée, dite linéaire, ça je pense que vous avez dû en entendre parler, pour un architecte, elle peut se schématiser de cette manière-là, c'est-à-dire, en fait, c'est une machine à transformer des flux qui rentrent et pour assurer un certain nombre de fonctionnalités comme la sécurité, le confort, et puis ces flux ressortent sous forme dégradée et ressortent directement dans la biosphère. Ça, c'est le schéma, et c'est un schéma difficilement contournable, c'est vraiment le plafond de verre de l'approche actuelle de l'architecture écologique. Retenez en théorie que ce bâtiment se plug sur une boucle plate et ouverte sur la biosphère. Je vous dis ça parce que par la suite, c'est plus facile après de comparer. La question c'est, y a-t-il une alternative à ce modèle-là ? Si je prends par exemple un projet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment en région parisienne, qui est une des gares du Grand Paris, on voit bien au travers de cet écorché bimé, on voit bien qu'on se demande quels sont ces flux. Est-ce que c'est l'énergie, l'eau dégradée, de qualité ? Est-ce que c'est même les hommes ? Et finalement, le rôle de l'architecte là-dedans ne vient plus que capoter cette espèce d'énorme machine qui pose quand même des problèmes simplement de définition de l'architecture. Est-ce que c'est simplement du design de capotage ? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, ne le retenez pas, mais j'ai entendu dire que l'architecte de cette gare avait d'abord conçu une gare pour la ligne Lyon-Turin en montagne, et donc qui justifiait l'idée de pouvoir descendre de la montagne sur le toit de la station. Mais là, on est en région parisienne. On voit bien qu'en calquant une idée sur une situation différente, on voit bien qu'on arrive à une situation absurde de l'exercice du métier aujourd'hui, à le réduire à sa partie visible de l'iceberg. Et donc la question c'est, y a-t-il une alternative pour l'architecte à ce modèle-là, à cette situation-là ? Je voudrais donc à ce sujet vous dire quelques mots sur l'économie circulaire. Pour vous dire que l'économie circulaire, si vous tapez ça sur Internet, pour le moment, vous voyez beaucoup de choses, mais rien de vraiment très articulé. En tout cas, moi j'ai fait des recherches pour écrire ce livre suffisamment poussé pour savoir que finalement, on se trouve avec un panier avec des bons gros œufs, comme je sais pas, l'économie de la fonctionnalité, l'écologie industrielle ou autre, mais la recette de l'omelette aux truffes, pour le moment, je ne l'ai pas trouvée. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, mais uniquement, je ne suis pas économiste, uniquement à destination des architectes. On peut, je pense, rassembler tout ce qu'on sait, ou on croit savoir de l'économie circulaire, dans 3 champs, qui sont l'écologie industrielle, le recyclage et l'économie sociale et solidaire.
Et c'est dans ces 3 champs que je vais tenter de dénoncer une hypothèse, de manière à pouvoir les articuler entre elles, un peu comme, vous savez, ces fameux cercles de développement durable, social, environnement, économie, mais encore une fois, à destination des architectes. Premier champ, donc l'écologie industrielle. Vous connaissez sans doute le modèle de Kalundborg, ce port au Danemark, qui, après la guerre, s'est réorganisé sur ce qu'on appelle le schéma d'écologie industrielle, à savoir les déchets d'une usine A sont les ressources d'une usine B, qui produit des déchets, qui sont les ressources de l'usine C, et vous l'avez compris, les déchets de l'usine C sont les ressources de l'usine A. C'était uniquement pour des raisons économiques à l'époque. Je vous signale un ouvrage très intéressant de Søren Orkman qui s'appelle Vers une écologie industrielle et qui détaille vraiment cette opération. En fait, dans la réalité, c'est plutôt 5 entités. Et il n'y a pas que des usines, d'ailleurs, il y a le chauffage urbain de la ville de Kalundborg. Évidemment, la ville n'est pas constituée uniquement d'usines et qui a une production et qui produit des déchets, mais d'entités bien plus variées, bien entendu, comme toutes sortes de bâtiments, des quartiers, un port, même des réseaux d'infrastructures. La ville de Grenoble organise ces réseaux d'infrastructures, donc énergie, déchets et assainissement, en tentant de les faire échanger entre eux un certain nombre d'apports qui seraient fatalement perdus. Vous savez, les histoires d'énergie fatale qui seraient fatalement perdues si on ne l'utilisait pas. Pour la théorie, alors là qui est vraiment une théorie tout à fait, comment dirais-je, de l'écologie industrielle qui est tout à fait institutionnalisée, les apports extérieurs à ce cercle vertueux, si je puis dire, s'appellent des additions nettes au stock. Vous pouvez voir sur internet pas mal de petites vidéos à ce sujet qui sont assez faciles à comprendre. Notamment de Sabine Barl qui enseigne l'écologie industrielle et l'économie circulaire à la Sorbonne. Donc pour les architectes, finalement, comment s'emparer de ce schéma, sachant que finalement, comme le schéma de l'économie linéaire, on est dans un plafond de verre aussi, qui est de toute façon, même si on a ces vertus de proximité et d'échange, ça s'exerce quand même dans un contexte beaucoup plus large qui est le contexte de la biodiversité. Et donc il y a quand même la production, qu'on le veuille ou non, d'une dette envers la biodiversité. Comment faire pour essayer de changer sa manière de voir et peut-être sa manière de faire par rapport à cette question-là ? L'idée, c'est de faire déjà une clarification sémantique. Quand j'ai parlé là de proximité, je parle donc d'espace, mais je parle aussi d'environnement, j'ai parlé de biosphère, et on pourrait parler de nature aussi. Alors il y a 2 termes que je n'emploierai pas, c'est le terme d'environnement, parce que l'environnement, il y a une ambiguïté sur est-ce que c'est l'espace proche, ou est-ce que c'est la biosphère qui est immédiatement en contact avec notre figure anthropomorphique. Donc je n'utiliserai pas ce terme environnement à cause de cette ambiguïté. Je n'utiliserai pas non plus le terme de nature, qui est une figure anthropologique, et qui, là, si je m'adresse à des étudiants, lisez ou écoutez Philippe Descola, c'est, je pense, celui qui en parle le mieux de la nature en tant que figure anthropologique. Je ne parlerai que d'espace et de biosphère, c'est plus simple. Et puis les architectes comprennent ça parfaitement. L'espace, c'est quand même pas une chose qui leur est étrangère, et la biosphère, si vous êtes là ce soir, c'est que c'est une chose qui vous préoccupe. L'idée, c'est de dire que dans ces opérateurs que j'ai cités précédemment, on peut intégrer un de ces opérateurs, ou plusieurs de ces opérateurs, comme une séquence de la biosphère. Je vais m'expliquer tout de suite parce que ça peut sembler tout à fait abstrait et nébuleux. L'agriculture urbaine, par exemple. Dans le schéma précédent, l'agriculture est une séquence de la biosphère, ça est clair pour tout le monde, et qui peut s'intégrer dans un schéma vertueux de production et de récupération des ressources et des déchets. Voici par exemple un travail d'étudiants de Malaquais que nous avons réalisé conjointement avec Wang Shu, le professeur et architecte bien connu. Je crois que ça date de 2014 ou 2015. La question que posait Wang Shu, c'est comment réhabiter la campagne. Et la réponse qu'ont donnée les étudiants, c'est d'intégrer la question de l'agriculture
dans finalement ce réinvestissement de la campagne, et donc de produire un objet architectural qui soit comme un opérateur entre des séquences de la biosphère, l'agriculture, et d'autres opérateurs que peuvent être le tourisme, le logement, et même quelques commerces attenants. Voilà, c'est pour donner un exemple. Un autre exemple, alors qui moi, me touche de plus près, je vous avais dit que j'intervenais dans le domaine du génie civil, sur le port du Havre. Il y a deux manières de considérer le site du port du Havre. Soit vous considérez qu'il y a une confrontation brutale entre la biosphère, notamment l'océan, la Seine, l'estuaire, représenté symboliquement, mais aussi physiquement, par la zone Natura 2000 qui est juste de l'autre côté de la Seine par rapport au port du Havre, et vous considérez le port du Havre en tant que port industriel, produisant des déchets, et au service de la ville, des habitants de la ville, et de la production. Soit vous dites l'eau de la Seine, ou de l'océan, ou de l'estuaire, est un des opérateurs avec lequel on peut échanger. Dans ces conditions, les projets qu'on peut être amené à faire sont très différents, parce que ce sont des projets de conciliation qu'il y a entre les deux, et d'échange, de facilitation d'échange. Ça peut, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concours qui s'appelait Réinventer la Seine, ça peut vous donner une approche conceptuelle en tant qu'architecte si vous participez à ce type de concours, de Réinventer la Seine, radicalement différent de ce qu'on voit habituellement comme type de projet, de type de pont habité ou de pont avec une jolie vue sur la Seine, ou ce genre de choses. Je ne rentre pas dans les détails du projet, c'était la restauration des ponts mobiles et le développement des infrastructures avec un cahier des charges écologiques important. Je voudrais parler maintenant du recyclage, ou plutôt je devrais parler de renouvellement si on voulait élargir un petit peu encore la question, parce que vous savez que dans le recyclage, il y a le recyclage, la réutilisation, le réemploi, la réparation, toutes ces procédures qui sont, classées par niveau d'énergie requis, et dire que finalement nous pourrions avoir la même figure cyclique que la précédente, mais au lieu de parler d'opérateurs qui évoluent dans l'espace, on parlerait d'états qui évoluent dans le temps. Et donc, vous savez, la notion d'espace-temps est une notion qui est employée depuis un siècle par les physiciens, depuis Einstein, grosso modo. Eh bien, cette notion, cet outil-là, cette pensée-là, pourrait être utilisée davantage par les architectes. Ce qui veut dire que si on parle d'état, on va dire que le bâtiment, alors pour parler simplement, disons au moment du chantier, au moment de l'inauguration, au moment de la phase de fonctionnement, et puis après au moment du démantèlement. Mais on peut, par exemple, cette manière de voir pourrait être, employée pour s'interroger sur la toiture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, par exemple. Ce que j'ai fait, presque de manière prémonitoire sur le cloître du Mont Saint-Michel, dans mon ouvrage. Donc les états successifs de ce cloître qui a changé à plusieurs reprises. Les deux actions qui transforment ces états sont d'une part les actions de la biosphère, les intempéries, ce qui permet d'emmener la question du climat dans cette manière de voir. Alors intempéries, ça peut être soit très lent, soit très rapide. Là, on peut imaginer des catastrophes, ou alors au contraire une usure jour après jour. Et puis la deuxième action sont les avatars humains. C'est-à-dire soit des catastrophes comme des conflits. Là, tout à l'heure, Eric me parlait de conflits qu'il y a eu pendant la dernière guerre à Strasbourg. Il m'a fait une description du panorama de ces actions-là, de ces avatars. Soit les avatars qu'on connaît maintenant dans la restauration, c'est-à-dire l'upgradage, qui est, comme bien décrit dans Junk Space de Rem Koolhaas. Soit toutes sortes de transformations, réhabilitation, restauration, réaffectation. Voilà, c'est pour ça que je parlais de renouvellement. Tout ça, c'est des choses en re qui montrent la récurrence finalement de ces processus, plutôt que recyclage, qui est quand même une procédure très industrielle et qui, pour les architectes, n'est pas toujours d'un emploi très commun. Ce qui me fait dire que finalement, les intempéries plus les avatars humains forment les avaries du bâtiment. Vous savez, en marine, on parle des avaries d'un bâtiment. Voilà. Ça permet d'imaginer les bâtiments comme dans une continuité d'autres bâtiments. On pourrait dire que les mines des futurs bâtiments sont les bâtiments actuels. Ça veut dire que le présent peut être considéré comme le passé d'un futur ou le futur d'un passé. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus, c'est dans mon livre.
Un exemple très frappant de cette manière d'approcher, je parlais de Wangshu tout à l'heure, voilà le bâtiment des enseignants à Hangzhou, et cette photo montre bien le contraste qu'il y a entre, dans la ligne d'horizon, l'économie linéaire chinoise, due à l'exode rural, et puis les tentatives de Wangshu, qui ne sont pas uniquement un exercice stylistique, bien entendu, qui sont un exercice de patrimoine, un exercice engagé, et par ailleurs un acte politique, j'allais dire un signal faible ou discret. Vous savez qu'en Chine c'est pas toujours évident de se situer politiquement, parce que c'est dire aux gouvernements chinois qui détruisent régulièrement leur patrimoine, stop, mais on peut aussi réutiliser le patrimoine et dans une nouvelle vision, si je puis dire, du développement de notre monde. Alors, ma deuxième hypothèse, la première c'était l'intégration d'une séquence de la biosphère en tant qu'opérateur de l'écologie industrielle. La deuxième est le recyclage est le même processus, mais dans le temps. L'articulation dans l'espace-temps de ces deux procédures s'appelle une architecture. Alors pourquoi je dis ça ? Ça veut dire que l'architecture n'est plus d'empiler un parpaing sur un autre, comme on a pu le voir dans les deux exemples de l'économie linéaire, mais un ensemble de procédures beaucoup plus large. On parle déjà un peu d'architecture numérique ou d'architecture de système finalement, mais quand même, il reste une matérialité à cette architecture-là. Pourquoi cet effort de figuration ? C'est pour s'articuler avec le troisième volet, qui est l'économie sociale et solidaire, ou plutôt une forme d'économie sociale et solidaire, de la manière suivante, et ça va être la troisième hypothèse. Alors, oui, pardon, excuse-moi, je donne un exemple de ce que, à mon sens, est une architecture avec cette dimension élargie. Ça, c'est un projet que j'ai proposé au moment du concours du métro de Rennes, où j'ai proposé, vous avez dit que je faisais du génie civil, j'ai proposé ce projet-là, qui n'est pas un projet, qui est plutôt un processus, à deux dimensions. D'abord dans l'espace, avec, vous reconnaissez un peu schématiquement, de droite à gauche, l'économie, le social et l'environnement, comme deux classes de cette, comment pourrait-on appeler ça, démarche, celle de développement durable. Ça veut dire que cet objet n'est plus quelque chose de subi, mais quelque chose qui peut être au service, soit en termes économiques de restitution du foncier, en arguant de la plus-value que forme ce viaduc, soit en lien avec des quartiers. Vous savez que certains quartiers ont quelques difficultés à cohabiter ensemble, donc des aménités sociales et municipales, soit au contraire avec une sanctuarisation de ce corridor en tant que géographie urbaine vivante. Ça, c'est dans l'espace. Et dans le temps, c'est de ne surtout pas proposer une solution figée le jour de l'inauguration, comme ce qui est fait habituellement, et ce qui est fait à l'heure actuelle dans le Grand Paris, c'est-à-dire un viaduc en béton précontraint, parce que dans 100 ans, le jour où vous voudrez intervenir sur ce béton précontraint, ça va être extrêmement compliqué, pour deux raisons. Techniquement, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que vous avez quelques cours sur le béton précontraint. Et deuxièmement, imaginez que vous arrêtiez par exemple pendant quelques mois, pour ne pas parler d'années, la ligne 1 ou 2 à Paris, et là, le premier mois, le ministre saute, et le troisième mois, c'est le gouvernement qui saute. C'est toute la question des infrastructures, leur saturation et du développement urbain, on en parlait avec Eric tout à l'heure, de cette ville compacte qui pose quand même des questions très sérieuses. Bon, voilà un exemple comment dirais-je, d'architecture circulaire, si on veut dire, hein, le mot est peut-être un peu usurpé, mais en tout cas cette manière de proposer d'autres solutions. Si j'avais pas eu la précédente démarche que j'ai décrite là, il aurait été assez naturel que je propose un ouvrage en béton précontraint, comme le font en ce moment mes estimables confrères néanmoins au Grand Paris. Alors maintenant, la question c'est, dans cette architecture, comment cette architecture, évidemment qui ne fonctionne pas toute seule, mais qui est déjà mieux reliée à la biosphère, il me semble, et dans une dimension temporelle qui est longue, comment cette architecture peut s'articuler avec d'autres architectures. La première idée, c'est, comme pour le schéma de l'économie linéaire, c'est de plugger ces architectures sur le réseau infrastructure, soit qui existe, soit à développer.
C'est le modèle du bâtiment à énergie positive, qu'on présente comme le Graal de l'écologie à l'heure actuelle. Voilà une belle maison de mon ami Pascal Gontier, qui est enseignant à Nantes, qui est une maison donc à énergie positive, dont vous voyez le schéma ici. Bon, je pense que ce n'est pas l'occasion de rentrer dans le détail, mais sachez qu'évidemment, il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, sauf qu'il a été quand même, à l'époque, déjà une dizaine d'années, cette maison, il a été plombé par tout ce qui est IoT, c'est-à-dire les objets connectés par Internet, qui sont de plus en plus nombreux. Bref, donc il n'est pas tout à fait positif, mais presque. Peu importe, c'est pas le problème. Si je théorise finalement cette situation-là, de ces architectures qui viennent se plugger sur des réseaux, voilà comment je peux schématiser les choses. Un opérateur, parlons d'énergie, un opérateur d'énergie qui vient distribuer de l'énergie à des bâtiments, ça c'est le modèle, et puis également au bâtiment d'énergie positive, mais cette fois-ci avec un aller-retour. Donc il y a quand même déjà un système qui est amélioré. Simplement, il n'y a pas de relation directe entre le bâtiment énergie positive et les autres bâtiments. On passe par l'opérateur d'énergie. Je pense que ce modèle-là a lui aussi un plafond qui conviendrait de dépasser pour affronter les questions écologiques. Ce plafond-là, il vient du fait que cet opérateur, dans les économies dans lesquelles on se trouve, cet opérateur s'il est privé, sa finalité n'est pas de réguler la distribution d'énergie, mais de maximiser sa plus-value. Et s'il est public, c'est pas forcément de réguler, c'est d'assurer sa propre existence. Et donc ce modèle-là est un modèle qui reste centralisé et qui vient taper, encore une fois, des limites. Alors je passe rapidement, mais il y a, beaucoup d'arguments qui peuvent plaider pour ou contre ce que je viens de dire, mais globalement, c'est ce qu'on peut constater. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous regardez sur votre iPhone, vous voyez les petites publicités qu'il y a dans les sites que vous consultez. Il y a toujours sur des panneaux solaires, sur des services, des services qui sont accouplés à la distribution d'énergie, notamment via des réseaux faibles, qui consiste à toujours rester dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens opérateur d'énergie vers le bâtiment, de manière à toujours être dans le sens de la création de plus-value, dans le système dans lequel on est. Et c'est donc, simplement en regardant ça, bien la preuve quand même qu'il y a des limites à cette organisation. Y a-t-il une autre organisation possible? C'est ça la question. L'idée, ça serait que ces architectures, comme elles fonctionnent par elles-mêmes, puissent échanger directement entre elles. J'ai fait un long chapitre historique pour montrer que le modèle a déjà plus ou moins existé dans certains pays, certains continents, certaines économies et à certaines époques, ce qui en a toujours dans les histoires d'espace-temps, ce qui permet d'ailleurs, en termes de patrimoine, j'en discute souvent avec mon associé, d'avoir une autre vision du patrimoine. Je parlais de Notre-Dame de Paris, une autre vision du patrimoine. Bref, la question est, est-ce que ce modèle peut finalement réexister ou s'inventer autrement ? Voici un exemple d'une étude. Alors le dessin est volontairement pas forcément très sexy. C'est l'Université catholique de l'Ouest qui a un grand campus à Angers. C'est une grosse université vraiment au centre-ville et qui a une particularité, c'est d'accueillir tout le monde, d'accueillir tout type d'étudiants et dans beaucoup de disciplines. Et qui a une autre particularité, c'est qu'il n'y a pas comment appelle-t-on ça, d'habitation, de logement, d'hébergement, sur le campus, mais que l'hébergement des étudiants se fait en ville, avec des conventions, avec les habitants qui louent des chambres ou tout type de dispositif. Si vous regardez ce dessin, c'est une université qui date du 19e siècle, et vous voyez à gauche les bâtiments plus détaillés, qui sont les bâtiments du 19e siècle. C'est l'ordre classique d'une université au XIXe siècle, c'est-à-dire qui s'affiche en tant qu'institution pédagogique et qui s'affiche dans une vocation évidente. Vous voyez après tous les bâtiments qui sont en blanc, qui sont les bâtiments qui ont été développés au fur et à mesure au XXe siècle et qui finalement se sont développés sans aucun ordre, si je puis dire. Quand je dis ordre, aucun sens finalement, simplement au gré des opportunités foncières. Donc finalement, ce qui est décrit, c'est l'âge classique, si je puis dire, si je fais un peu rapide, on va dire ça comme ça, du 19e. L'âge moderne, là aussi, je suis trop rapide, pardonnez-moi, au XXe siècle. Et la question, c'est au XXIe siècle, comment maintenant offrir un horizon
à cette université-là? C'est la question qui m'a été posée par le recteur d'ailleurs. Quel horizon, vers quel horizon? Le recteur qui a écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle L'éthique en friche. Et donc c'est quelqu'un de très soucieux d'un point de vue écologique et puis l'écologie étendue à sa dimension humaine. Et donc là, il s'agissait de créer un bâtiment qui était un bâtiment de restauration universitaire, fonctionnalité qui n'existe pas sur le campus, et de voir ce bâtiment, au-delà de sa vocation de restauration, mais comme un opérateur, alors je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit précédemment, un opérateur non seulement au sein du campus, mais au sein de la ville. Et donc il y a eu un certain nombre de recommandations que j'ai pu faire au recteur, notamment de rétrocession de l'espace vert là-bas, enfin l'espace vert, je ne vais pas appeler ça comme ça, de petits bois qui se mouraient à la ville pour offrir une chose qui existait peu à la ville, c'était un petit square dans ce quartier-là. Il y a eu donc un bilan énergétique des bâtiments qui ont été faits. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Voilà quel est le schéma que j'ai présenté au recteur. C'est vraiment les deux schémas dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des échanges d'architecture qui échangent directement entre elles, pratiquement avec des niveaux d'infrastructure pratiquement réduits, puisque les bâtiments sont pratiquement à touche-touche. Ça, c'est pour intégrer une des autres dimensions de l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, si je veux faire rapide, c'est de louer la photocopie plutôt que d'acheter le photocopieur. Alors ça, vous pouvez voir ça, enfin vous pouvez lire ça dans Facteur 4 du Club de Rome, qui développe beaucoup cette idée d'économie de la fonctionnalité, qui maintenant se met quand même bien en place. Je me suis intéressé plus concrètement à là où j'habitais, en région parisienne, à 3 dispositifs que finalement, avec ce propos-là, je pourrais qualifier d'architecture, mais au sens plus large du terme. Une brocante caritative, la plus grande d'Île-de-France, et qui est, je ne rentre pas dans l'organisation, mais qui sont des bénévoles qui viennent retirer ce qui est qualifié de déchets chez les particuliers, avec une noria de camionnettes. Vous voyez par exemple là des poussettes, mais enfin il y a tout c'est très vaste, hein, pour les réintroduire dans une économie dite solidaire. Voilà. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'espace de cette brocante qui est en plein centre-ville. Là, on est vraiment en plein centre-ville. On est dans un bois de centre-ville. La ville, c'est Montmorency, hein, pour ne pas la citer. Première architecture. Deuxième architecture, un apiculteur qui, grâce à des associations, là aussi je ne rentre pas dans les détails, un ami ferronnier qui a récupéré un certain nombre de choses pour l'aider à déplacer une ruche qui peut peser 40 kg, et qui là aussi se trouve sur un terrain prêté par quelqu'un qui est maintenant trop vieux pour habiter ce terrain et qui est en EHPAD. Là aussi une collaboration avec des entités complètement différentes, un particulier, des associations, et puis l'apiculteur est un apiculteur amateur, il est cadre dans l'économie linéaire, ligue numéro 1. Voilà. Et ça, c'est finalement une autre architecture. Les photos ont été prises par un étudiant en architecture qui m'a aidé dans cette réflexion. Et puis, des jardins qui ne sont pas des jardins potagers au sens habituel, tout ça c'est dans un rayon d'1 kilomètre, et qui sont simplement la collaboration entre plusieurs personnes qui s'intéressent à la polyculture, et là auparavant où il y avait des clôtures, et il n'y a plus rien, c'est en fait un talweg qui est maintenant irrigué et qui est entièrement ouvert. L'ironie du sort, c'est le talweg où allait se balader Jean-Jacques Rousseau quand il a écrit Les rêveries du promeneur solitaire, enfin une partie, puisqu'il a écrit l'autre du côté de Genève. Voilà, je ne développe pas là, mais dans mon livre, je donne par exemple les noms des variétés des pommiers et des légumes que ces gens-là, ces habitants-là ont cultivés, et ça m'apprend 4 pages dans mon bouquin, avec des noms d'une poésie extraordinaire. Ça donne une couleur quand même autre, et des odeurs bien entendu, autres que l'architecture dans laquelle on évolue. Et donc j'ai essayé de montrer comment ces architectures cohabitaient entre elles, formaient un tissu qui se présente comme une alternative. On est à 12 km des Batignolles. Les Batignolles, c'est le quartier en ce moment à Paris qui va vers une des plus hautes, voire la plus haute densité du monde, avec Hong Kong, voilà, qui est vraiment l'antithèse de ce qu'on voit là. Là, c'est une slide qui est mal intercalée, mais je le montre quand même. C'est un étudiant de Val-de-Seine qui a assisté à mes cours et qui a proposé ce projet, qui n'est pas très spectaculaire d'un point de vue architectural, mais qui a fortement intéressé la mairie
du petit village dans l'Allier qui était en voie de désertification avec des micro-interventions, mais dans une pensée accessible et cohérente, répondre aux besoins des gens qui habitent ce village qui connaît les problèmes de désertification dont on entend parler souvent. Et je parlais, là, c'est le titre de mon intervention, d'écologie constructive. Ça, c'est le toit du Mont-Saint-Michel, vous l'avez reconnu. Finalement, ce que j'ai pu vous dire m'amène au propos suivant. Plutôt que de dire quelle écologie s'applique au bâtiment ou au génie civil, comme ce qui est à l'heure actuelle le cas, avec des toitures engazonnées, avec l'utilisation de bois, qui sont tout à fait vertueux, il n'y a aucun souci là-dessus, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on a pu faire, ce que ma génération a pu faire précédemment, c'est de dire plutôt quel génie civil ou quelle architecture pour l'écologie. Dans le cas de la baie de Mont-Saint-Michel, ce qui est très intéressant, c'est que le barrage de régulation qu'on devine à gauche de cette photo, l'extraordinaire biotope que constitue la baie du Mont-Saint-Michel, l'extraordinaire monument qui a plus d'un millénaire qu'est le Mont-Saint-Michel, et toute l'économie surtout circulaire de la baie du Mont-Saint-Michel, qui est d'un dynamisme absolument incroyable, qui mélange l'agriculture, la pêche, une économie qui n'est pas du tout une économie d'arrière-garde, il y a du high-tech là-dedans, il pourrait y avoir de la Silicon Valley, offre un modèle et un cadre, je vous parlais d'échange de cette baie, qui pas seulement à sanctuariser, mais à intégrer dans un monde en développement. Je trouve que c'est tout à fait admirable. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait une association des baies du monde entier, notamment celle de Shanghai aussi, qui a un programme d'économie circulaire depuis 2015, je crois, se réunissait régulièrement parce que je crois que ces baies-là sont la ligne de front, parce qu'elles sont entre terre et mer, si je puis dire. Vous savez, les océans, la question des acidifications des océans, la question des continents de plastique, et puis c'est ce qu'on connaît évidemment à terre, la pollution atmosphérique, fait qu'on est presque sur une ligne emblématique, une ligne de front. Et je trouve que le Mont-Saint-Michel est un extraordinaire exemple. Et je parlais du toit du cloître de Mont-Saint-Michel, qui a été refait 5 ou 6 fois, et je trouve que voilà, ça rentrait en résonance avec ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Si j'essaye de raccorder ce que je vous ai dit à mon premier cours sur l'écologie, je vais essayer finalement de faire une opération qui est totalement spéculative. Donc prenez-la pour ce qu'elle vaut, totalement spéculative, qui consiste à dire ce que j'ai essayé d'écrire comme une matrice, au sens presque maternel du terme, une matrice d'économie circulaire qui échange entre elles, et c'est de voir si, évidemment, on ne peut pas la disséminer de manière isotrope sur le territoire, mais de voir si, en respectant des grandes lignes géophysiques, si elle ne pouvait pas s'organiser d'une certaine manière. Et l'objet de cette figure est de montrer que politiquement, on peut s'interroger sur la morphologie, et c'est là où les architectes peuvent tout à fait intervenir, la morphologie qui pourrait prendre ces assemblages. Dans le premier livre, je parlais d'anneaux, de matrices et de plugins. Les anneaux sont les grandes lignes de front, comme je parlais des baies. Les matrices sont ce que je zoome à gauche, et le plugin, c'est entre deux, là où les infrastructures commencent à se densifier du fait de la métropole. L'idée politique est de réfléchir à... c'est ce que j'expliquais à des étudiants de Sciences Po, un collectif d'étudiants qui m'avait invité, et là ils ont embrayé, à une gouvernance qui serait dédiée à ces lieux-là. Je m'explique. Au niveau des anneaux, une expertocratie type GIEC, mais qui serait contrôlée démocratiquement. À l'inverse, au niveau local, au niveau de la matrice, une organisation gouvernementale, de gouvernance jurisprudentielle, type Detroit par exemple, qui se réinstaure. Et puis, entre deux, dans la zone du plugin, ce qu'on peut voir dans toutes les grandes villes, quand les réseaux de transport, notamment, et d'énergie arrivent, là, les politiques joueraient un rôle de médiateur pour arbitrer, je parlais de conflits d'intérêts ou de contradictions qu'il peut y avoir entre habiter une métropole avec toutes ces infrastructures, et quand je dis habiter au sens heideggerien du terme, c'est-à-dire pas juste bouffer, dormir et travailler, comme le premier exemple que je montrais de la station de métro. Ce qui m'amène finalement à développer les trois figures que vous avez pu voir sur l'affiche. Vous avez à droite, alors ce sont des figures, et encore une fois spéculatives, l'économie linéaire,
finalement dans le dernier Avatar, on peut le dire, et cette fois-ci, enfin je peux citer les routes de la soie qui viennent de Chine. Là aussi j'ai lu ça dans un article, ne le notez pas parce que je ne sais pas si je ne l'ai pas vérifié. On parle d'une centrale nucléaire tous les 500 km le long de la route de la soie. À l'extrême gauche, finalement, ce qu'était le métabolisme de notre planète avant l'entrée dans l'Anthropocène, et puis au milieu, cette tentative, mais qui m'est personnelle, mais qui est, comment dirais-je, qui est, il me semble, qui porte les stigmates de mon métier, enfin j'allais dire pas de ma profession, j'aime pas ça, mais de ma qualité d'architecte en quelque sorte, qui est la vôtre, de ce que je viens de vous dire précédemment. Ces figures permettent, je l'espère, d'apporter un peu d'espérance dans un monde où les déclinistes et les catastrophistes sont, à mon avis, dans le débat public un peu trop présents. Curieusement, à votre génération, je trouve une fascination pour les Pablo Servigne et compagnie que je trouve un peu morbide. Alors, vous allez me dire, finalement, ces tentatives de figure, est-ce qu'elles peuvent vous être utiles? En tout cas, à moi, elles le sont. Et je voudrais vous le montrer, et ce sera la conclusion de ma présentation. Voici, je vous disais que j'intervenais dans le domaine du génie civil et que j'avais monté mon agence en 1995. Voici ce que j'ai produit entre 1995 et 2005, pour schématiser, disons au XXe siècle. Vous reconnaissez peut-être le métro de Dubaï, de Delhi, le viaduc, en haut à gauche, le viaduc de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, un certain nombre de passerelles aussi que vous pouvez voir à Blois, Bourges-Moulins, à Gare de Chambéry, ce genre de choses. Et voici ce que je suis amené depuis, disons, 2005, depuis que je fais, comment dirais-je, cet effort de traduction de mon enseignement, l'enseignement n'étant pas un effort. Voici le type de projet que maintenant je peux produire, celui d'en haut je vous l'ai expliqué. Le pont là-bas, la couleur jaune est choisie pour des raisons d'ornithologie. Son dessin est uniquement là pour envisager le démantèlement de cet ouvrage d'art. C'était la Pile d'un pont, en Irlande, un concours en Irlande. Et un certain nombre de projets que je ne développerai pas, qui seraient un peu trop longs, dans des sites portuaires. Là, je reviens d'un concours, c'était il y a 2 jours à Saint-Malo, où j'ai présenté mon projet de passerelle mobile exactement comme je vous les explique là, peut-être un peu plus grand public, puisque c'est des maîtres d'ouvrage, ils sont moins archis. Mais voilà, le propos a été compris. Vous noterez 2 différences, je pense, entre les 2 slides. C'est que premièrement, ça c'est pas construit. Ça veut dire que pour le moment, j'ai convaincu personne. Pour le moment. Et que deuxièmement, en tant qu'architecte, je pense qu'on peut considérer que c'est un monde beaucoup plus diversifié, beaucoup plus contrasté, beaucoup plus coloré, et donc beaucoup plus intéressant. Le monde que je souhaite, dans lequel je souhaite que mon fils qui a 9 ans vive. Et c'est pour ça que je suis venu vous parler de ça, parce que c'est vous qui allez construire ce monde. Je vous remercie. Voilà, maintenant on peut échanger si vous avez des... Alors c'est pas des questions, je suis pas prof, vous n'êtes pas étudiant, c'est simplement ce que vous avez envie de dire. On sent une influence que moi je qualifierais de, enfin pas structuraliste, peut-être pas le bon mot, parce que les structuralistes c'est tout un mouvement. On sent que, enfin, dans ta manière de dessiner, bon, le cercle dans un sens, puis dans l'autre, puis l'agrégat de cercle, enfin il y a une pensée, enfin c'est bien sûr l'architecture, mais on sent que tu as eu aussi l'influence très l'abstraction de l'ingénieur qui t'a beaucoup apporté. Et moi j'ai senti un saut, et j'aimerais peut-être que tu reviennes sur les diapos, que j'ai par contre trouvé, j'ai un moment à les comprendre, c'est les fractales là, que tu as, une espèce de fractal, il y a une mise en abîme vous avez remarqué, donc cette espèce de sphère, voilà. Donc en fait le dessin, alors moi j'aurais inversé d'ailleurs par contre, si je peux me permettre, parce que finalement le zoom de droite c'est bien, enfin c'est le zoom du dessin de gauche, voilà, enfin du centre. Non, c'est le dézoom voilà. Celui-là, c'est le dézoom de celui-là qui est le dézoom de celui-là. Voilà, et donc, en fait, celui de gauche, donc, si on le zoome encore, ce sont les... Oui. C'est la diapo que tu peux peut-être revoir tout à l'heure, vous avez bien compris ça, j'imagine aussi, mais c'est là où je trouve ta pensée pour une dimension un peu cosmique, parce que, d'une part, tu nous refais, alors ça renvoie à la théorie des cordes, l'ADN,
Et également, si vous le savez peut-être, quand vous aurez le temps après l'architecture de faire un peu d'astronomie, vous savez qu'il y a, depuis une trentaine d'années déjà, des astronomes ont juste vérifié un faible cône, mais sur des milliards de kilomètres. Et ensuite, avec l'extrapolation par ordinateur, on s'est rendu compte qu'il y a des zones de l'univers où il n'y a presque rien, presque pas de matière, presque pas de galaxies, et d'autres, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que la matière n'est pas, à la très grande échelle, la matière n'est pas répartie de façon uniforme dans l'univers. C'est un peu comme une éponge. Enfin, je veux dire par là que tu retrouves... On part de la petite échelle, du bâtiment, des opérateurs. Teilhard de Chardin disait la même chose, que à différentes échelles, la matière ne se répète pas en fait. Voilà, voilà. Enfin, alors là, on est dans un rapport plein vide, si vous voulez. Enfin, c'est là où il y a vraiment un rapport profond avec ce que chacun fait. L'architecture comme répartition du plein et du vide. Ce qu'on traverse et ce qu'on ne traverse pas, étant nous-mêmes un plein dans un vide. Et en fait, tu le pousses jusqu'à... on sent bien, peut-être tu peux remettre cette image, parce que là, je trouve que vraiment, ça... Il y a une pensée très globale, enfin, un fantasme qu'on a, nous, architectes, d'une espèce d'ordonnancement, bon, là, qui n'est pas de bâtiment, qui n'est pas de la matière, qui est de flux et de process. Alors, est-ce que c'est une interprétation délirante Non, c'est pas du tout une interprétation délirante. Je sais pas, est-ce que vous avez saisi ça aussi, ou est-ce que c'est moi qui suis trop imaginatif? Et après, alors moi j'avais juste peut-être là c'est pas du tout une critique, mais quand tu parles d'opérateur, tu n'as peut-être pas suffisamment défini ce terme, parce qu'en fait en tant qu'architecte, nous on est ingénieur, on n'est pas forcément à la définition pile-poil parce que dès le départ tu nous parles d'opérateur dans les premiers schémas. Est-ce que tu peux peut-être juste dire... opérateur, c'est un opérateur économique, tout simplement. C'est un industriel qui produit, c'est une société qui offre des services, c'est un réseau d'infrastructures aussi qui alimente une ville. C'est tout acteur économique qui, physiquement, va échanger des choses qui peuvent être immatérielles. Par exemple, de l'information aussi, on parle d'opérateur numérique. Voilà, c'est d'un point de vue, dans le champ économique, c'est tout acteur finalement qui a un rôle dans l'économie, en tout cas libérale dans laquelle on est. Voilà, c'est ce que vous pouvez lire aux informations. On parle souvent d'opérateurs, notamment quand on regarde les actualités économiques, on entend beaucoup ce mot d'opérateur en fait. Donc en fait, vous n'étiez pas... oui. Donc, tu places vraiment les choses par rapport au programme. Enfin, c'est ce que j'ai senti. Le deuxième volume... On n'est pas dans là, autant on est dans le rapport plein vide, enfin dans cette espèce d'ADN, de relations et de programme et d'échanges. C'est ça vraiment finalement le cœur parce que j'ai dit au début que en fait j'ai parlé principalement du deuxième tome de mon cours qui parle d'économie en fait. J'ai un petit peu parlé du premier tome, j'aurais pu parler du troisième que je suis en train d'écrire, où la question est, pour la question énergie, là aussi si on lit beaucoup de choses sur l'énergie, c'est qu'est-ce qui se passe quand cette figure, on la plonge dans des champs énergétiques. Et sur quoi je suis en train de réfléchir. Voilà, ça n'est rien d'autre qu'une tentative de figuration d'un architecte que je suis, de la question auquel il est confronté, d'abord une question à un premier niveau d'enseignement de l'écologie en architecture, puis après à un niveau de production de son agence, et puis après en tant que citoyen et finalement en tant qu'habitant du monde, comment on peut se configurer. Tu parlais de cosmologie, c'est tout à fait une cosmologie. C'est-à-dire, il y a une phrase qui m'a beaucoup, je parlais de Teilhard de Chardin, qui m'a beaucoup frappé et que je donne en introduction de mon cours, notamment celui que j'ai fait à Versailles, qui est, une citation de Teilhard, qui est pour un observateur parfaitement clairvoyant, elle dit ça en 51, ou en 51, c'est-à-dire en 51 on n'a pas de photo du globe. On sait que la Terre est courbe évidemment, on a quelques photos prises de ballons ou d'avions qui montent haut sur la courbure de la Terre, mais on n'a pas de vision, on n'a pas de photo du globe. Et il dit, pour un observateur parfaitement clairvoyant qui, de l'espace, verrait notre globe, il verrait d'abord la planète bleue de l'oxygène qui l'entoure, puis en s'approchant verte de la végétation qui l'habite, et enfin lumineuse, toujours plus lumineuse, de la pensée qui l'éclaire. Et je trouve que c'est une citation qui est très belle parce qu'elle mélange la physicalité de notre globe et en même temps le fait qu'elle est occupée
par des hommes qui, eux, ont une spécificité, enfin si on croit, comment dirais-je, cette figure anthropologique que sont les religions monothéistes, cette spécificité de penser le monde. Voilà, et donc c'est ce que je dis, c'est aussi une démarche d'hommes et de femmes à simplement vouloir écrire comment il peut voir le monde, quoi. Mais je pense que j'espère avoir montré que ça a une implication sur la production architecturale. J'avais une question sur le pont de Rennes, le métro de Rennes. Oui. Est-ce que c'est un concours ? C'était un appel d'offres. Un appel d'offres. Sur présentation d'intention. Dans l'appel d'offres, est-ce qu'il était énoncé que les concurrents pouvaient aller jusqu'à la proposition de structure démontable ? Non, ça pose un problème. Je l'ai écrit en prologue de mon deuxième ouvrage. Ça pose un problème, c'est que je suis avec des partenaires quand je fais ce type de projet, bien entendu, notamment un certain nombre d'ingénieurs. Je ne devrais pas le dire, mais ça pose un problème parce que c'est extrêmement risqué comme démarche. Alors ce que j'avais proposé aux clients, c'est d'aller voir dans les pays nordiques ce qui pouvait se faire comme infrastructure, et pour se faire sa propre opinion, et de lui faire finalement 3 esquisses, en béton, en métal et en bois, mais avec une analyse de cycle de vie qui lui permette vraiment de... Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'on peut supposer que ce que vous n'avez pas dit, que ce que vous proposez, c'est la mêlée-collée. Alors là, oui, en l'occurrence, c'est du lamellé-collé. C'est du lamellé-collé, mais là, c'est parce que l'esquisse, je l'ai fait en 2 jours. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais la refaire, ça serait probablement pas lamellé-collé, mais ça pourrait être avec une autre technique, et pas forcément du bois, ça peut être du métal. Le tout, c'est d'assumer le fait qu'il y a un bilan carbone du projet et qu'il y a une évolutivité nécessaire du projet. C'est-à-dire que c'est pas un projet à un instant T, le jour de la mise en service du métro, mais sur au moins 100 ans. C'est d'ailleurs, pardon, je fais juste une parenthèse, c'est une idée qui est quand même maintenant relativement admise, non pas par les ingénieurs, mais par les concessionnaires, puisque quand ils prennent une concession sur 99 ans, ils savent qu'ils doivent assurer un service permanent. Je crois qu'il y a un tunnel en Hollande où s'ils y ferment, ils ont 1 million d'euros par jour de pénalité de retard. Donc pour eux, la maintenance du service est absolument vitale, et après, la durabilité de l'objet commence à être parfaitement intégrée dès la conception. Dans la présentation, donc ce projet a été présenté. Oui. Et il est dans quelle temporalité ? Il a été présenté en 2009, c'est-à-dire il y a 10 ans. 2009, ouais. Le métro est en train de se construire. C'est la ligne B, hein. C'est la ligne B, donc qui est principalement aérienne. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est j'ai participé à des réunions de riverains qui évidemment étaient extrêmement opposés à un viaduc. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est de savoir pourquoi ils étaient opposés au viaduc. Est-ce que c'était le viaduc ? Est-ce que c'était le fait qu'il soit en béton ? Parce que ce qu'il faut que je vous montre, c'est quelque chose qui est frappant. Alors, il n'est pas réalisé. Non, il est en train d'être construit à l'heure actuelle. Mais c'est pas votre projet. Ah non, c'est pas mon projet, non. Ah non. Regardez cette image-là, par exemple. Là, ça, c'est le métro de Dubaï. Quand vous le regardez frontalement, c'est une ligne très fine. Quand vous le regardez de 3/4, c'est un mur de béton. Et toutes les images qui sont proposées, même celle du Grand Paris, présentent toujours une ligne très fine de face frontalement, et jamais cette situation-là. Or, les riverains, ils ont vite compris que les choses n'allaient pas se passer aussi gaiement que ça. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'un point de vue économique, c'est est-ce que la maison qui regarde le viaduc coûterait plus cher ou moins cher quand le viaduc serait construit ? Soit plus cher parce qu'elle est desservie par une gare qui est pas trop loin, soit moins cher parce qu'évidemment, d'avoir ce machin en face de ses fenêtres, et c'est une chose qu'on peut comprendre, ne pas vouloir souhaiter. Et il y a des exemples par le passé où on a la cohabitation avec une infrastructure qui renforce, non pas à cause de la fonctionnalité de desserte, mais qui renforce la valeur du bien. Par exemple, si vous allez à Porto, le viaduc d'Eiffel, si vous allez à Bir Hakeim, métro Bir Hakeim, alors pas ceux qui sont juste sur le métro, parce que là il y a quand même du bruit, mais quand vous regardez les viaducs, c'est quelque chose qui est considéré comme un élément valorisant du paysage urbain. Donc il n'y a aucune fatalité à ce que ces infrastructures soient subies. Voilà, c'est aussi ça l'enjeu, si je me fais comprendre. En fait, on rêverait de vous avoir de près, sans la conférence où vous allez à presque 170 km/h, vous allez très très vite dans l'énoncé, on voudrait pouvoir creuser. En fait, je pensais à la posture des économistes, parce qu'en fin de compte,
les décideurs, c'est les chiffres. C'est l'élément chiffre, l'élément financier qui est très important. Est-ce qu'il n'y a pas... les économistes, on ne les entend jamais. Personne ne peut citer le nom d'un économiste... Bon, ça dépend quel est le sujet. Hein, mais, oui, non, mais sur le sujet... sur ce sujet-là, non, jamais. Ouais. Voilà, je veux dire... Les décideurs, on les entend jamais. Ouais. Pardon ? Les décideurs, on les entend jamais. Ils prennent des décisions, mais on sait jamais. Je vais laisser le micro parce que je suis trop bavard. Non, mais attendez, au contraire. Je voulais apporter le... mais posez votre question quand même. Les économistes, ne serait-il pas intéressant de valoriser les économistes qui ont leur poids, les économistes du bâtiment qui ont leur poids dans l'affaire, puisque finalement, il y a les arguments de l'architecte, mais le décideur, il va prendre l'argument de l'économiste. Par exemple, quelle est l'histoire du pont, le viaduc du métro de Rennes, quand votre projet n'est pas retenu, y a-t-il un argument pour rejeter votre projet ? Alors, c'était un appel d'offres, donc j'avais pas de contact avec le décideur. Donc je sais pas très bien. Je n'ai eu que des retours de couloir. Le premier qui est évident, c'est on va pas construire un viaduc en bois. Bon, alors ça, cet argument peut être contourné par le fait que si on emmène le décideur, c'est quand même un acte extrêmement important pour une ville comme Rennes, on l'emmène voir ce que font les Suédois ou les Norvégiens, c'est un argument sur lequel on peut argumenter. Enfin, c'est une question sur laquelle on peut argumenter. Donc ça, voilà. Le deuxième, c'est expérimental, je prends donc un risque, et dans l'économie dans laquelle on est, c'est ce que je disais, les opérateurs publics sont là pour assurer leur propre existence, et donc surtout pas prendre de risques. Le deuxième chose qu'on pourrait opposer à ce problème-là, c'est je ne veux pas prendre de risques. C'est-à-dire, si c'est expérimental, est-ce que ça va marcher ? Il y a une dimension où on recherche là-dedans. Ça, on peut le contourner en disant, l'argumenter en disant, vous mettez 2 milliards sur la table, peut-être en consacrer quelques centaines de milliers d'euros, à avoir des contrats avec des labos ou des sociétés de recherche pour voir si c'est pas l'occasion de faire progresser l'objet. Donc ça aussi, ça peut s'argumenter. L'autre argument, c'est la plus-value, l'éventuelle plus-value. Là, les choses sont en train de bouger par le coût global. Vous savez, le coût global, c'est ne plus considérer un projet en termes de coût d'investissement, mais coût d'investissement plus l'entretien et la maintenance, voire le démantèlement. Ce que font par exemple les centrales nucléaires, sont supposés faire la filière nucléaire. Et là, effectivement, les outils mathématiques et les outils de l'économiste commencent à être manipulés. Je pense que c'est un projet qui pourrait sortir dans 10 ans. Voilà, pour essayer de répondre à ça. Et quand vous parlez des économistes, je vous ai dit que j'enseignais à l'ESSEC, j'ai enseigné 3 ans à l'ESSEC, dans la chaire d'économie urbaine. Quand je commence un cours, on me demande d'enseigner la matérialité de l'architecture, parce que pour eux, comme vous dites, c'est surtout des colonnes. Hein. Quand je commence un cours, ils ouvrent tous leur ordinateur et ils ouvrent Excel. Et je leur dis, maintenant, vous fermez l'ordinateur. Alors, je ne veux pas dessiner quand même, hein, parce que, il y en a qui disaient, c'est compliqué. Mais c'est juste de fermer Excel, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je reste sur le pont, et donc il y a des exemples dans les pays du Nord de réalisations de ce type qui ont été faites. Ah, des grands ouvrages, oui. Des grands ouvrages oui. de grande portée. Oui. De grande longueur, de grande portée. Oui. Alors, pardon ? Ah bah forcément démontables, s'ils sont en bois. Hein. Oui, démontables. Et puis par ailleurs, j'ajoute que cet arène, c'est pas fortuit. Et même au Grand Paris, on aurait pu le proposer. Parce que ça permettrait d'asseoir la filière bois de ces régions-là. C'est que les 2 gisements en France, il y en a 3, il y a en Bretagne, en Île-de-France et puis dans le sud-ouest. Donc ça aussi, c'est un argument en termes d'économie circulaire, à mon avis, très fort. Vous voyez ? Donc, voilà. Juste une dernière question. Ouais, est-ce que l'argument qu'un bâtiment, qu'une proposition soit démontable, le fait qu'elle puisse être déconstruite de façon quantifiable, plutôt plus et voilà, est-ce que ça peut devenir un argument majeur ? Ah oui, moi je crois. Parce que c'est un capital d'énergie, un capital de matière. Si vous pouvez démonter tout ça, vous pouvez le réutiliser, et ça a une valeur. Une valeur. Par exemple,
Ce même viaduc en bois, en métal, j'avais fait une analyse multicritère des 3 solutions. Hein. En métal, ça a une vraie valeur. Quand vous démantelez tout cela, ça a une vraie valeur. Alors, c'est pas une valeur pour le moment énorme, mais dans la mesure où on s'achemine vers un monde qui va, dans lequel les architectes vont utiliser des choses qui ont déjà été transformées et déjà utilisées, hein, je pense que vous avez tous lu des choses sur Rotor, Bellastock et ce genre de choses. Oui, ça a une valeur. Alors après, ce qui est intéressant d'ailleurs, Rotor, ils expliquent qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de la valeur. Par exemple, la cloison au 5e a moins de valeur que la cloison au rez-de-chaussée. Parce que c'est un 5e, il faut la descendre. Voilà. Donc c'est de l'énergie, c'est du temps et tout. Et donc eux, leur diagnostic, c'est d'arriver dans un bâtiment et dire voilà, combien vaut le bâtiment en termes de matière, et de le mettre en bourse, si je puis dire, à une bourse deuxième, la bourse, je sais pas comment on dit en termes d'économie, la deuxième bourse. Enfin, oui, c'est ça. Oui, je pense que de plus en plus on va s'acheminer vers grâce notamment, j'espère, que l'outil numérique sera de nature justement à rendre ces services-là, en disant voilà, ce bâtiment, il sera démantelé, on peut imaginer qu'il sera démantelé, je dis en 2032, donc c'est de la matière et des dispositifs qui seront utilisés en 2032, et quand en 2028 je vais concevoir mon bâtiment, je tiendrai compte de ça, et puis j'aurai cette banque de données, et je concevrai mon bâtiment parce que tout simplement, je pense que d'un point de vue moral, on ne peut plus aller draguer les rivages des côtes pour aller chercher du caillou pour faire du béton. Voilà. Or, pour le moment, le béton démantelé, il ne sert qu'à faire des fonds de chaussée, hein, pour le moment. Ah, peut-être qu'après, on va trouver des choses, mais voilà. Donc, c'est pour ça que la cosmologie, elle me semble, c'est une espèce de structuralisme, si tu veux, mais de cosmologie, elle est, je pense, nécessaire, parce que quand je parlais de complexité et de contradiction, pour arriver à se faire, comment dirais-je, pas une opinion, mais à pouvoir, ne serait-ce que répondre à des questions qui sont posées par les clients. Par exemple, est-ce que écologiquement, je dois chauffer à l'électrique ma maison? Pour répondre à cette question, moi, personnellement, il m'a fallu 300 pages pour pouvoir répondre à cette question. C'est une des grandes questions de mon premier livre. Ou, c'est un exercice que je donne à mes étudiants. Vous avez un client qui veut se faire construire une maison, par exemple en Corse, dans le maquis. Est-ce que vous déboisez ou pas? Voilà. C'est quoi votre réponse? Vous dites ça, le client vous pose la question d'un point de vue écologique, est-ce que vous devez faire ça? Si vous déboisez, il y a une rupture dans le continuum de la biodiversité, mais si vous déboisez pas, un peu la maison de Lacaton Vassal, vous savez, bien connue comme une cabane dans les arbres, vous prenez le risque de l'incendie. Comment vous arbitrez ça? La seule manière de l'arbitrer, c'est probablement d'hiérarchiser les enjeux, de savoir pour qui vous travaillez, et peut-être que votre client, c'est pas votre client. Et puis aussi, c'est une des figures que j'ai proposées dans le premier livre, de savoir que finalement, quand vous tapez là aussi simultanément. Et la question, c'est de savoir comment vous pouvez imaginer ces interactions entre des questions économiques, des questions d'accès aux ressources naturelles, des questions d'énergie. Moi, il me semble que c'est par l'éthique. Toutes ces éthiques-là, on parle de bioéthique, on parle d'éthique de l'écologie. Et pour moi, toutes ces éthiques, elles se rencontrent dans un lieu qui est un lieu en anthropologie, qui est pour moi la nature. Et c'est un point de vue. Et ça me permet d'arbitrer certaines questions. Alors moi, j'avais plus une question d'actualité. Vous avez parlé de Notre-Dame tout à l'heure. De par votre posture, qu'est-ce que vous feriez actuellement de Notre-Dame et de la rénovation, de la reconstruction à l'identique ou pas? Et quelle serait votre posture? Alors, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la question, mais évidemment, comme tout architecte, je me la suis posée. Je ferai plutôt des constats. Le premier constat, c'est que c'est une vieille dame, ça c'est une évidence de le dire. Elle a subi un traumatisme, et je serai extrêmement prudent. Donc toutes les propositions qui consistent à rajouter quelque chose dessus, quelle que soit cette chose-là, est dans le meilleur des cas inconvenante et dans le pire criminel. Bon. Deuxième constat, si je me situe justement dans une vision cyclique de cet objet, qui évidemment pas uniquement une dimension d'objet, je dirais que nous sommes en 2019 et que je ne m'interdirai évidemment pas d'utiliser des outils actuels, quels que soient ces outils. Ça peut être des outils numériques, on parle, d'utilisation d'algorithmes pour arriver à concevoir une architecture. Ça, c'est le deuxième constat. C'est-à-dire que je ne m'interdirai pas la modernité, en tout cas en termes de conception. La troisième, je me dirais, en 2019, à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui? Grosso modo, à des questions de démographie et de grande migration, à peu près partout.
démographie, une élévation de la démographie, on est 7 milliards, on parle de 12, voire plus. Des questions économiques, des questions d'accès aux ressources naturelles, des questions d'élévation de la durée de vie et tout. Donc, j'allais dire que, pour caricaturer, Viollet-le-Duc, s'il faisait le concours aujourd'hui, il mettrait des panneaux solaires. Je caricature. Et là, ce que je ferais, c'est, je dirais, voilà, on va prendre son temps, parce que c'est une vieille dame, on va essayer de se reposer, on va prendre toutes les précautions qu'il faut, parce qu'elle est en convalescence. Donc les 5 ans pour les JO de 2024, pour moi, c'est juste pas recevable, politiquement. Et je mettrai en place un collège de toutes personnes compétentes, que ce soit les artisans, les architectes, finalement les maîtres d'œuvre au sens qui étaient à l'époque les maîtres d'œuvre, pour réfléchir à cette question-là, et notamment la recherche. Par exemple, une idée intéressante sur laquelle je travaille en ce moment, enfin quand je dis intéressante, ça pourrait être une idée à creuser, c'est de dire c'est la cathédrale de toutes les énergies. L'énergie spirituelle, mais aussi, par sa taille, la possibilité de capter des énergies, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour faire fonctionner de manière autonome l'île de la Cité. Voilà, c'est ce genre de considération que je prendrais. Voilà. Donc c'est pas, évidemment, je n'irai pas vers le pastiche ou la reconstitution de ce qu'a fait Viollet-le-Duc, qui n'était pas quelque chose d'origine, mais pour moi, l'origine d'un patrimoine, ça n'existe pas. Il y a peut-être une idée d'origine, une vocation d'origine. Par exemple, le Mont-Saint-Michel, il a changé, mais je ne sais pas combien de fois. Donc parler de l'architecture d'origine du Mont-Saint-Michel, ça n'a pas de sens. En revanche, de parler de la vocation du Mont-Saint-Michel, qui est l'apparition à Saint-Michel de l'archange Saint-Michel, justement, non, Gabriel, je ne sais plus. Là, oui, pourquoi pas. Je veux dire, pour moi, la racine, elle est là. Voilà. Mais j'en vois pas plus que ça. Peut-être pour conclure, à moins qu'il y ait une question, est-ce que tu pourrais donner quelques détails sur le pilier? C'est un viaduc avec un tramway, l'image de gauche, parce que tu l'as évoqué rapidement. Oui. Bon, ça évoque, enfin c'est un peu onirique, voire science-fiction. Tu as 2-3 détails sur ce projet? Oui, c'était un concours que j'ai fait en 2009 aussi, je crois. En Irlande, c'est un concours ouvert à plusieurs tours. C'est un des derniers projets finalistes. C'est un projet qui n'a pas été construit finalement parce que c'était sur des subsides européens qui ne sont pas venus. Bon, c'est le tramway qui boucle le pourtour de Dublin et qui enjambe la Liffey River. Et la Liffey River, c'est un corridor de déplacement des oiseaux à très haute valeur écologique. C'est pour ça que ça m'a intéressé de faire ce concours. L'idée, il y a plusieurs idées, c'est d'abord d'utiliser une analyse de cycle de vie pour dire comment faire un viaduc. Alors en fait, ce viaduc, il y a 4 piles comme ça et 4 arches qui rejoignent les 4 piles. Donc une analyse de cycle de vie qui envisage le démantèlement dans une centaine d'années ou un peu plus, et qui envisage l'entretien aussi de cette pile-là, c'est-à-dire l'anti-viaduc de Millau. Donc les fondations, par exemple, sont des fondations qu'on peut démanteler. C'est-à-dire qu'avec, bon, je ne rentre pas dans la technique, mais on peut démanteler ces fondations, à la condition que la pile soit finalement dessinée plus comme un poteau de remontée mécanique que comme une pile en béton. Je disais que la couleur avait été choisie parce que, ne voulant pas éclairer le pont la nuit, c'est pour avoir travaillé avec un ornithologue, c'est la couleur que détecterait le mieux le type d'oiseau qui la nuit, le type d'oiseau qui emprunte ce corridor écologique. Et voilà, et toutes les les décisions qui sont prises architecturales ne sont faites que d'assemblage de dispositifs, de considérations de ce type-là, qui progressivement s'assemblent. C'est-à-dire, je ne suis pas parti en me disant je vais faire un grand geste. Les 3 autres concurrents qui étaient finalistes, c'était ça. Ils ont tous fait un grand geste. Par exemple, on parlait de Notre-Dame, on parlait de grand geste architectural. Alors là, c'est juste... moi, je trouve que c'est d'un autre temps, le grand geste architectural. Si je dois donner un exemple, bon, je ne devrais pas parce que c'est un confrère, mais mon fils, qui a 9 ans, fait de la musique, il est allé au Philharmonique de Jean Nouvel à écouter un concert. Alors je lui ai demandé comment il avait trouvé le bâtiment, et il a dit la salle est vraiment bien. Évidemment, il est habitué au conservatoire 18e de Montmorency, alors l'acoustique de celle de Nouvel est quand même un peu plus élaborée. Donc ça, il trouvait ça très bien. Et puis il m'a dit, mais le bâtiment est quand même bizarre. Alors je lui ai dit, pourquoi il est bizarre? Il me dit, il regarde beaucoup Star Wars. Il me dit, il ressemble beaucoup au vaisseau de Star Wars, mais il serait arrivé à 30 mètres du sol et il aurait une panne d'énergie, puis il serait tombé.
Et il dit, mais il est cassé ce bâtiment. Et quand je dis ça, c'est, est-ce que l'architecture, ça consiste à gesticuler pour dire, voilà, on est dans la modernité, on est dans le design. Je ne parle pas des fonctionnalités qui sont superbes et finalement d'une architecture très brillante et sophistiquée. Je parle de la façon de faire l'architecture, des raisons qui fondent l'approche architecturale, celle qui dit à l'architecte, voilà, je décide de faire ça plutôt que de faire ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et ce pont, il découle vraiment d'un processus comme ça. C'est tellement, comment dirais-je, pour moi, c'était déroutant parce qu'au début, comme vous avez vu dans les précédents, c'était plutôt de l'ordre de la ligne, ou de la surface, de la maîtrise de la surface, ou de l'économie, évidemment, je travaille avec des ingénieurs. C'était tellement inhabituel que le jury de ce pont-là l'a sélectionné en disant on ne comprend pas bien ce projet et on ne comprend pas pourquoi la couleur jaune est la couleur à la mode cette année, en 2009. Ils avaient trouvé que c'était la couleur à la mode en 2009. Comme le orange, vous savez, à un moment, il fallait tout faire à l'intérieur des bâtiments orange, ou vert acidulé. Voilà. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une culture encore très beaux-arts qui consiste à dire, c'est quoi la tendance? Ou alors que faut-il penser de ce film? Ou alors c'est sûr qu'avec des considérations comme ça, on ne peut pas affronter les questions écologiques et les questions démographiques et les questions économiques qui sont extrêmement sérieuses. Et l'architecte, il ne fait pas sa part de colibri en participant de cette manière-là à dire simplement bon, okay, je vais faire quoi, le truc qui va me faire que c'est un truc de ouf. Moi, j'ouvre plus une revue d'architecture parce que à chaque fois, on a l'impression que c'est fait pour faire waouh, c'est jamais vu ça nulle part, c'est incroyable, ou alors il y a le détail qui tue, des trucs comme ça. Moi, mes étudiants, il ne faut pas des détails qui tuent, hein. Il faut des détails qui tuent pas du tout, hein. D'ailleurs, c'est mieux de ne pas tuer que de tuer. Je m'égare. Mais voilà, c'est ça l'idée de ce pont. Je l'ai présenté d'ailleurs assez longuement au cours d'une conférence. Et voilà, la photo, le photomontage est issu d'une photo qui a été prise par un des photographes de Greenpeace. Et je lui ai demandé de prendre une photo au cours d'un orage. Donc le ciel est vraiment le ciel qui est pris. Je n'ai pas photoshopé le truc pour mettre un autre ciel. Et il a pris des risques d'ailleurs, parce qu'il a dit, là, ça tapait vraiment fort. Et il y a juste une chose qui a été faite pour essayer de communiquer sur ce projet, c'est que la photo est un petit peu plus grande que l'ouvrage. C'est-à-dire que normalement, la végétation doit être un petit peu plus petite, mais pas tellement plus. Elle devrait arriver à la moitié de la pile et non pas à la moitié de l'arche. Voilà, c'est la seule entorse. Mais sinon, ça ne permettait pas de comprendre l'idée de cette espèce de symbiose avec le monde vivant, notamment le déplacement des oiseaux. On a encore 5 minutes. Hein. Enfin... Tu as une question là? Il y avait une question? Moi, dans mon enseignement, j'utilise beaucoup le viaduc parce qu'il n'y a pas que les bâtiments qu'il faut mettre sur pilotis. En urbanisme, le viaduc permet justement de résoudre le conflit entre tram verte et tram route, à des endroits stratégiques où la tram verte doit passer. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus cher. Et par contre, ça permet. Alors, la façon de le faire là, avec moins d'énergie grise, est très intéressante. Mais le viaduc, le jour où il n'y a plus de voitures, peut devenir des abris. On le voit en Italie, où il y a beaucoup de viaducs autour des petites villes pour faire. Les contournements de ville sont souvent sur viaduc, et les paysans rangent leurs tracteurs, leurs cajots, et ça permet à tout le monde de passer. En Sicile, il y a d'ailleurs même une route qui doit faire 30 km de long, entièrement en viaduc, et en fait la vie continue en dessous de l'escargot jusqu'au citadin. J'avais des étudiants de Versailles qui avaient proposé un projet très intéressant. Je connais cette autoroute. C'est une succession de viaducs et de tunnels qui ne peut plus être entretenue faute de moyens, et donc l'institution demandait qu'en faire, et les étudiants avaient proposé de couper en deux les viaducs, les tunnels, de manière à entreposer du vin comme des caves. Et les viaducs, qui sont parfois une centaine de mètres de haut, de mettre simplement sur 2 rails des petits ponts roulants avec des grues, et pour redynamiser toute la micro-agriculture qui se trouve au pied. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment une très très belle idée. Manque de bol, ce qui a gagné, c'est un espèce de machin vert acidulé, orange et jaune, plugué sur les piles, parce que ça ressemblait à un truc de ouf, quoi. En fait, monofonctionnel et esthétique. Et en fait, il y a trop d'esthétique et grand monofonctionnel, alors que si c'est plus... disons, le parti là a été strictement esthétique, point. Un objet aussi coûteux, ce qui doit apporter plus de fonctions que la fonction initiale. Ça, c'est écologique. Ouais, c'est vrai. Étienne, tu avais une question? Oui. Je voulais savoir comment est-ce que, du coup, en tant qu'architecte, on va faire pour avoir une démarche aussi large et
est-ce qu'on doit se regrouper en collectif et chacun se spécialise dans un thème? Est-ce qu'il faut faire des réseaux entre architectes, ingénieurs ou citoyens, enfin je sais pas. Ah, c'est une colle, hein. C'est une colle parce que moi je sais vaguement comment je fais maintenant, globalement. Donc je pourrais dire comment je fais. Hein. Comment vous devriez faire. Alors déjà, je pense que c'est pas devriez. Moi je dirais tous les outils sont bons. Il faut les tester, il faut participer. Alors, il est clair que moi je viens à Val de Seine, c'est une grosse école. Hein. Ils sont, je sais pas combien, 6000 ou je sais plus comment, enfin je sais plus, parce que j'ai été titularisé récemment à Val de Seine, donc je sais plus très bien. 3000 ou 6000, je sais plus. Et 3000 je crois. Et il y a des courants très différents, en fait, c'est plusieurs écoles qui ont fusionné et tout. Et les étudiants ont des profils très différents. C'est pour ça que quand j'ai appelé Eric en disant est-ce que tu crois que je peux faire une intervention, parce que c'est moi qui l'ai demandé, je savais qu'à Strasbourg il y avait quand même des étudiants qui s'intéressaient à l'écologie. Hein. À Val de Seine, il y en a qui, comme vous, sont très intéressés, et puis il y en a pas du tout. Bah, pour eux, c'est du design, point. Donc je dirais, la recommandation ne serait pas la même pour des gens qui s'intéressent déjà et qui relèvent déjà ces questions. Moi, je sais que je participe à pas mal de collectifs. J'écris beaucoup. Je trouve que les architectes ne participent pas assez au débat. Notamment, par exemple, sur le triangle de Gonesse et Europa City. J'ai écrit un article là, juste avant de venir, justement à propos du T4 à Roissy, que vous pouvez voir sur le site qui s'appelle Karma, c'est le collectif du triangle de Gonesse. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire parce que franchement, j'ai pas la réponse. Un peu comme Notre-Dame, j'ai pas la réponse. Mais toi-même, enfin, je sais pas, Eric t'a présenté comme un activiste tout à l'heure, donc je suis pas surpris de ta question. Oui, enfin. En fait, moi, je vois pas trop faire le. En fait, je me pose la question de est-ce qu'on a le droit, nous, en tant qu'architectes, on se l'a posé avec l'association qui organise des débats à l'école ici, Impromptu. Est-ce que l'architecte doit construire des choses qui ne sont pas en cohérence avec ses valeurs? Et on disait aussi que proposer un projet comme ça, ambitieux mais qui ne sera pas retenu, ça participait à créer un imaginaire auprès des décideurs qui est intéressant, mais qu'à côté, les choses merdiques se construisent toujours. Quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut, nous, arriver à faire les deux, quoi. En fait, dans la vie, en règle générale, pas seulement la vie économique, il y a des moments où tu peux proposer des choses, il y a des moments où c'est pas la peine, il y a des limites qui viennent assez vite. La question, c'est pour qui tu travailles, en fait. Voilà. Moi, je l'ai dit, je travaille pour mon fils. Voilà, je travaille pour que ce monde-là soit meilleur pour mon fils. Pourquoi ? Parce que j'arrive à un âge, je parlais d'enseignement, où je suis autant dans la transmission que dans la production. C'est pour ça que moi je peux répondre pour moi à ta question, mais je peux pas répondre pour toi. Je me souviens comment moi j'étais à ton âge, je sais pas, tu as 25 ou 30 ans. Je sais, enfin, bon, tout ce que je peux dire, c'est que l'architecture était une passion, que l'écologie était la première raison pour laquelle j'ai fait ce métier. Je me rappelle très bien à quel moment, je parlais de moment, à quel moment j'ai décidé d'être architecte. Je rentrais de ski, c'était en 77, j'étais dans la voiture à l'arrière avec mes parents, et je regardais ce que sont devenues les vallées de ski, et notamment les vallées dans les Préalpes, et j'étais absolument effondré. Alors je me dis, je vais jouer les pompiers, je vais déplacer les bassines, parce que c'est juste pas possible de continuer comme ça. Alors, si tu sais pourquoi tu fais ce métier, c'est déjà plus facile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une des premières réponses. La question, c'est pourquoi tu fais ce métier. Et après, c'est pour qui tu le fais. Et après, seulement comment tu le fais. Là, comment tu le fais, c'est le plus facile. Est-ce que j'ai répondu vaguement à ta question ou pas ? Oui. Bon, alors, je sais pas si on peut... Bon, moi, on se voit encore, je peux poser des questions en direct. Moi, disons que j'ai du mal à faire de l'économie sans faire de la politique, mais toi, tu as réussi à le faire, en fait. Ça, c'est plutôt bien. Enfin, en gros, peut-être, je ne sais pas si c'est à moi de conclure, mais sinon tu conclus après moi. Moi, je dirais que une fois de plus, on voit que toutes les théories existent, toutes les théories sont là pour faire un monde meilleur. Ensuite, il y a la comédie humaine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont quand même draguer le gravier dans les bennes, bien que ce soit pas moral, comme tu l'as dit. Ils le feront quand même.
on peut peut-être que les plaindre, puisque forcément en eux-mêmes, ils ont un manque d'équilibre qui ne leur permet pas d'avoir justement une morale. Parce que si on les plaint pas, on va devenir violent, donc il vaut mieux les plaindre que faire autre chose. Moi-même qui suis d'un âge déjà avancé, ce que je dirais aux étudiants, c'est faites selon vous ce que vous pensez faire, et surtout ne l'abandonnez pas, quoi. Il y aura toujours des gens qui feront différemment, qui feront pas bien, il y a toujours des conflits, c'est l'éternelle comédie humaine, quoi. Donc, mais plus on est nombreux à aller dans le sens, on va dire, positif, et plus ça retardera l'apocalypse. Voilà. Merci, belle conclusion. Non, je peux peut-être ajouter quelque chose à ce que tu as dit, parce que c'est important, c'est en écho avec... Il y a je crois que c'est un physicien ou un biologiste, je crois, il s'appelle, que je ne dis pas de bêtises, Pierre Martin, je crois. Il a écrit un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle « Ces risques qu'on dit naturels ». Déjà, dans le titre, on a compris que ces risques étaient à la fois naturels et puis à la fois dus à l'homme. Et il dit à un moment une phrase qui m'a beaucoup frappé à propos d'une théorie, de discipline qui consiste à étudier les avalanches, notamment. Et il fait un comparatif entre les avalanches et puis la situation humaine dans laquelle on est. Et il dit, les gens commencent à réfléchir, à agir, et il ne se passe pas grand-chose. Et à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain moment, il y a un espèce de basculement qui fait que là, les choses changent. Et donc toi, ton action, tu peux être juste la dernière goutte d'eau, le dernier grain de sable qui va faire basculer toute la... C'est pour ça qu'il faut le faire. C'est la fameuse part du colibri de Rabi. C'est pour ça qu'il faut le faire. Voilà. Moi, je ne me pose plus tellement la question de si je dois le faire ou pas. Mais évidemment, c'est plus facile moi j'ai 55 ans, c'est plus facile à 55 qu'à 25, parce que moi je suis à mi-chemin, et donc à la limite, si je m'arrêtais de bosser, je pourrais écrire, enseigner, j'arriverais vaguement à joindre les deux bouts. Bon, si mon épouse m'écoute, elle va m'arracher les yeux, mais à 25, tu te dis, je vais construire ma vie, je veux que ma vie soit intéressante, qu'elle soit riche, qu'elle soit... Bon. Mais je pense qu'elle sera riche et intéressante, justement, parce que tu poses ce genre de questions et que tu tentes d'y apporter la réponse. Si c'est juste pour être l'architecte qui fait des trucs, qui fait waouh, et puis de faire des trucs de ouf, alors là, pour le coup, moi je suis certain que ta vie ne sera pas intéressante, parce que tu vas passer ta vie à discuter avec ton banquier, à faire la police dans ton agence, et à passer complètement à côté de ce qui est une chance inouïe, c'est d'être en vie.